Bonjour colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'être avec nous sur LCI ce matin. Avez-vous des éléments ce matin qui permettent à Israël de confirmer que la frappe sur l'hôpital hier à Gaza est bien une frappe venant du sud de Gaza et donc du djihad islamique? Bonjour. On a tous les éléments, à la fois les éléments du renseignement, les éléments aériens, les éléments électroniques, et comme l'a dit le pilote de chasse spécialiste sur votre plateau, le missile est un missile du djihad islamique qui est parti du sud et qui s'est écrasé par erreur, semble-t-il, dans cet hôpital. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'un tiers des missiles du djihad islamique, et non pas du Hamas, ratent leur trajectoire et s'écrasent en territoire gazaoui. C'était déjà le cas il y a moins d'un an, durant l'opération entre le djihad islamique et Tsahal, où un tiers des missiles s'étaient écrasés en territoire gazaoui. Et les morts de cet hôpital proviennent tous de l'explosion de ce missile qui s'est écrasé, qui a raté sa trajectoire, qui était en route avec d'ailleurs une grande salve de missiles du même type vers Israël, vers 7h10 hier soir. Je veux également vous dire que ça nous a pris un certain temps. Monsieur Bamia, qui est observateur permanent de la Palestine aux Nations Unies et qui était notre invité ce matin, incrimine directement Israël, précise qu'Israël a plusieurs fois prévenu cet hôpital qu'il y aurait des frappes et estime donc qu'il n'y a aucun doute possible sur l'origine des frappes et que ce serait bien Tsahal qui aurait sciemment visé cet hôpital. Vous savez très bien, écoutez, d'abord on n'a aucun intérêt, aucune volonté, et ce n'est pas une politique israélienne, de vouloir viser des hôpitaux. Quel serait ici l'objectif? C'est ridicule. Maintenant, encore une fois, c'est de bonne guerre que le Hamas ou ce monsieur nous accuse. Ils ne vont pas accuser le djihad islamique, évidemment. D'accord. Ils ne vont d'ailleurs jamais accuser et se rendre coupables de rien, puisqu'ils sont par définition des victimes permanentes. Ils vont même oublier le fait que c'est eux qui ont déclaré la guerre à Israël et qui ont assassiné, vous savez vous-même, vous étiez en Israël au début de la guerre, plus de 1400 Israéliens. Et je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, il y a toujours 199 kidnappés israéliens et binationaux, dont des Français, aux mains du Hamas. Et ça, c'est un crime contre l'humanité, c'est pas du tout une petite chose. Mais ça aussi, à mon avis, ils ne vont pas ni le revendiquer et ni se rendre coupables de cela. Mais pour revenir encore une fois à ce missile, je répète et je signe. Et d'autre part, sachez également que, vu la visite extrêmement importante du président américain en territoire israélien aujourd'hui, il est hors de question pour Israël de transmettre des informations qui seraient erronées et non vérifiées. Les Américains ont demandé aux Israéliens les détails de cet incident dramatique dans l'hôpital de Gaza. Tous les éléments ont été transmis et évidemment, nous devons transmettre de l'information qui soit tout à fait vérifiée avant d'être donnée. Et je vous confirme, on a des films, on a des documents, on pourra vous les transmettre après si vous voulez. Public, colonel, vous dites, les officiels israéliens indiquent avoir des éléments de conversation entre miliciens du djihad. Et est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous allez les rendre publics? Et quand? Je n'ai pas entendu votre question, je m'excuse. Allez-vous communiquer publiquement ces éléments de preuve? Les éléments de preuve, notamment les enregistrements sonores entre miliciens du djihad. Est-ce que vous allez les rendre publics? Est-ce que vous les avez? On va pas vous donner non plus la manière dont on utilise les services de renseignement internes. Mais non, on vous demande si vous les rendrez publics. Non, mais attendez, un peu de tact, un peu de respect. Nous sommes en guerre, je vous rappelle. Nous ne sommes pas ici dans une cour, dans un tribunal. Attendez, laissez-moi terminer. Je ne vois pas où est le sujet. Les rendrez-vous publics? La question, elle est simple. Pardon. Monsieur, oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je vous ai écouté, laissez-moi juste terminer. Vous savez, nous sommes en guerre. Oui. Une guerre contre le Hamas et le djihad islamique. Pas du tout contre les Palestiniens qui aujourd'hui sont victimes du Hamas et de cette guerre que le Hamas a déclarée à l'État d'Israël. D'ailleurs, je voudrais également vous dire sur votre chaîne maintenant que dans le cadre de nos demandes à la population de partir du nord vers le sud, nous avons ouvert une zone spéciale humanitaire dans la région ouest de Khan Younes, donc dans la zone ouest de Khan Younes, exactement, une zone spéciale humanitaire pour que les Palestiniens puissent y aller. Et s'il y a besoin, il y aura effectivement là-bas des transferts d'équipements humanitaires pour la population dans le sud. Mais le Hamas bloque toujours le passage des populations civiles vers la région ouest de Khan Younes pour recevoir cette aide humanitaire.
Merci beaucoup, colonel Rafovitch, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Un mot, parce que c'est très important. François, Joe Biden donc arrive hier sur ce plateau. C'était la réalité de l'instant. Nous disions qu'il était peut-être proche de réaliser, en un sens, un peu un exploit diplomatique, d'obtenir des choses. Est-ce que ce matin, il n'est pas pris au piège, le président américain ? Naturellement, et c'est un piège encore une fois, qu'il ne lui a pas été tendu sciemment par qui que ce soit. Mais c'est évidemment un piège d'arriver aujourd'hui dans un pays où il était en position de demander des comptes à Israël, et notamment à Benjamin Netanyahou, et en même temps de pouvoir lancer une perspective de stabilisation ou de paix. En allant à Amman, en réunissant les pays voisins qui ont fait la paix avec Israël, la Jordanie et l'Égypte, et le président de l'autorité palestinienne. Tout ça tombe à l'eau, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour lui, évidemment, d'offrir cette perspective. Mais qu'est-ce qu'il peut obtenir ? Alors, ce qu'il peut faire en revanche, c'est d'exploiter ce moment très précis en disant à Benjamin Netanyahou: les choses sont en train de déraper et je suis en position de te réclamer bien davantage que ce que j'aurais pu faire hier ou avant-hier. Mais ça, c'est très difficile, et c'est même parfois, ça peut même s'avérer contre-productif, parce qu'à ce moment-là, ça contribuerait à aller encore plus loin dans une forme d'escalade. Donc c'est extrêmement difficile, diplomatiquement, d'être aux côtés de son allié, mais de lui réclamer davantage pour pouvoir faire apaiser la situation et obtenir une stabilité dans le conflit. Soit un déplacement de président, quel qu'il soit à l'étranger, ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Il y a toujours un élément externe. Sauf que là, la situation est tellement cruciale, tellement importante que, effectivement, c'est terrible ce qui s'est passé dans cet hôpital. Mais il y avait eu énormément de morts aussi avant. Sauf que là, le fait que les opinions se retournent, le fait qu'il y ait cette bataille interminable dont on ne verra peut-être pas la fin d'ici la fin du conflit sur qui a fait quoi, fait que Joe Biden, effectivement, qui était en position de force hier, est aujourd'hui en difficulté au moment où il arrive en Israël. Dans un instant, le 6-9 se poursuit. Adrien Gendre reçoit Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Restez avec nous. Merci à tous les quatre. À demain matin, 6h.